nous a dit que l'habit n'était rien, que personne ne lui avait donné le conseil de le prendre et qu'elle n'avait rien fait que par le congé de Dieu. Vous avez vu, la semaine dernière, nous avons assisté à la guerre de 100 ans, enfin la suite, parce que ça dure très très longtemps, et nous avons vu Charles V et Du Guesclin reprendre beaucoup de places fortes jadis occupées par les Anglais, et nous nous sommes arrêtés en cette année 1380, nous sommes revenus à partir de là, où Charles V et Du Guesclin sont morts. Nous avons vu que ce siècle avait été un siècle extrêmement terrible, traversé de famine, il y a eu la peste, etc. Un siècle très très noir. Et en 1380, quand Charles V meurt, le royaume est dans un état qui s'est à peu près relevé, mais enfin c'est pas tout à fait ça. Et le successeur de Charles V, est-ce que vous savez comment il s'appelle? Charles VI. Charles VI, oui, c'est presque tout naturel. Et vous savez qui était Charles VI? Quel genre de roi il était? C'était d'abord un roi, on dit qu'il était sage au début. Oui. Et puis vers la fin, à un moment donné, il est devenu fou. Vers la fin seulement. Mais je crois que c'est ça. Vers la fin, quand même pas. Vers le milieu de son, le début de son règne, par là. Vers le début de son règne, oui. Ce roi, il est devenu un petit peu bizarre. Eh bien, écoutez, je vais peut-être vous dire un peu, juste avant que nous rencontrions Charles VI, peut-être expliquer pourquoi tout ça a pu se passer. Ce jour-là, un soleil absolument extraordinaire, très très fort, darde de ses rayons sur presque toute la France. Et en forêt du Mans, c'est exactement la même chose. Alors, est-ce que c'est le soleil qui va lui donner un petit coup sur la tête tout à l'heure? On va voir. Et il faut dire aussi que le roi Charles VI sort d'une très longue maladie. Il vient d'avoir une fièvre typhoïde. Alors, c'est peut-être aussi un peu tous ces éléments qui font que tout à l'heure, il va se passer de drôles de choses. Donc, 1392, je branche le dateur. Voici. Ah là, je le débloque, tout débloque, dites donc. Bon, on va aller voir débloquer le roi aussi. Allez. C'est quand même assez extraordinaire, non? Oui. Alors, tu as remarqué ce que le roi avait fait, Marthe? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est précipité sur ses gens, parce que, là, comme on a vu, il y a un soldat accablé par la fatigue. Il a laissé tomber sa lance sur la tête d'un autre. C'est exact. Et
Et alors il a cru qu'il était trahi et il s'est rué sur ses jambes et on voit même qu'il en a tué un. Et tu sais combien de temps ce combat a duré? Combien de temps le roi Charles VI a guerroyé contre ses propres hommes? Ça a duré plus d'1 heure. Alors au bout d'1 heure, on est enfin parvenu à le maîtriser. On l'a attaché, on l'a ligoté sur un chariot et on l'a retransporté au Mans, en attendant que ça aille mieux. Alors évidemment, quand on a commencé à savoir que le roi était fou, on s'est dit c'est pas possible, on va pas pouvoir le laisser gouverner comme ça. Bon. Et il a des oncles autour de lui qui se disent tiens, bah, peut-être c'est le moment de prendre le pouvoir et d'essayer de gouverner à sa place. Alors tout ça, ça crée de sérieux désordres et une crise politique assez grave. En plus, ces hommes, ces oncles ne sont pas d'accord entre eux sur la politique à suivre, et le pays dégénère après dans une guerre civile. Il y a des différents partis qui se créent, et les Français s'opposent entre eux. Enfin, il y en a qui sont pour les uns, d'autres pour les autres. Tout ça est très compliqué, très désastreux, parce qu'en plus, n'oubliez pas que nous sommes encore en pleine guerre de 100 ans. Alors je ne sais pas si vous voyez le tableau un peu de la France actuellement. Les affaires vont très mal. Il y a la guerre civile, le roi est fou, et en plus, il y a les Anglais qui sont là à attaquer. Et justement, les Anglais, ils en profitent, ils se disent le roi n'est pas très bien, c'est peut-être le moment de reprendre beaucoup plus fort nos attaques pour la France. Et en 1415, les armées du roi Henri V d'Angleterre s'opposent aux armées françaises, du côté de Crécy d'ailleurs, pas très loin de Crécy de triste mémoire. Tu te souviens que ça avait été une grande défaite. Eh bien à nouveau, mais dans un autre lieu, c'est en Picardie toujours. Et tu connais le nom de cette bataille en 1415 qui intervient à Azincourt. Mais t'es très fort en histoire, Marc. Bah oui, je me rappelle, c'est 100 ans avant Marignan. C'est exactement 100 ans avant Marignan. Donc à Azincourt, à nouveau, terrible défaite. Et le roi Henri V en profite pour demander en mariage la fille, parce qu'il dit, bon, c'est normal, j'ai gagné la guerre, je peux demander ce que je veux maintenant, et il demande en mariage la fille du roi Charles VI. Et donc, par ce mariage, il se fait reconnaître héritier du trône de France, et prépare donc, par cette union, l'union de l'Angleterre et de la France. Vous voyez qu'Henri V commence un peu à arriver aux fins que poursuivait au tout début de la guerre déjà le roi anglais. Et quand Charles VI meurt, parce que tout a une fin même pour les rois, il meurt en 1422, Henri V devient carrément... Normalement, par le traité de Troyes, il devrait devenir roi de France. Et c'est exactement à la suite du traité de Troyes, mais on va en reparler un peu tout à l'heure, qu'il devient roi de France. Et il y a un autre roi, parce que Charles VI a un fils, qui est Charles VII, et qui, lui aussi, il dit, moi je suis le dauphin, c'est quand même normal, c'est à moi que le trône de France doit me revenir. Donc il décide lui aussi qu'il est roi, donc il prend le titre de roi la même année, donc la même année que la mort de son père, en 1422, il prend lui aussi le titre de roi. Alors évidemment, cette situation ne peut pas durer éternellement. La crise et ses conséquences pour l'unité du pays sont beaucoup trop graves et il faut faire quelque chose. Et comme très souvent dans notre histoire, cela s'était déjà produit, cela se reproduira encore dans l'avenir. Il y a une espèce de personnage miraculeux, enfin appelons-le miraculeux parce que j'ai pas d'autres mots là pour caractériser un tel événement, mais un personnage qui surgit à travers l'histoire et qui s'empare de la situation et qui essaye de l'appuyer et de transformer les choses. Et ce personnage, peut-être que tu le connais aussi, Jeanne Marc. d'Arc. Bien sûr, c'est Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc, qui est-elle? Tu sais qui est Jeanne d'Arc? Bah oui, c'est une paysanne. Oui, c'est la fille d'un laboureur, c'est une paysanne, petite paysanne. Est-ce que tu sais, Dimitri, où habite Jeanne d'Arc? À Domrémy. À Domrémy, exactement. Elle est née là et elle habite là. Alors peut-être que nous pourrions aller rencontrer Jeanne d'Arc, ça serait peut-être une bonne idée. Est-ce que vous avez envie de rencontrer Jeanne d'Arc? Oui. Oui. Bon, ben écoutez. Allô, Centre d'exploration du temps, est-ce que vous me recevez? Je suis à l'écoute. Vous avez entendu, nous souhaiterions avec mes copilotes nous rendre à Domrémy pour rencontrer Jeanne d'Arc. Mais enfin, bon, j'ai un peu oublié les dates. En quelle année pourrions-nous nous rendre à Domrémy? Nous pourrions rendre visite à la petite Jeanne en 1429. Pourquoi dites-vous petite? Quel âge a-t-elle? 16 ans. Elle a 16 ans, très jeune. Bon, eh bien, écoutez, je vais programmer sur mes machines 1429 et on va essayer de se diriger vers Domrémy, à Domrémy même. Vous êtes prêts les enfants? Oui. On peut y aller? Eh bien, allons-y. Dateur
1429. C'est correct, centre d'exploration du temps? Correct. Eh bien, nous partons. Allô, centre d'exploration du temps, vous me recevez? Je suis à l'écoute. Est-ce que nous sommes bien au-dessus de Don Rémy ou tout proche? Exactement. Et nous sommes bien en 1429. En 1429. Bien, ben écoutez, je vais peut-être désigner l'un d'entre mes copilotes pour descendre et essayer de nous faire rencontrer Jeanne d'Arc au hasard. Tiens, Sébastien, est-ce que tu veux bien? Oui. T'es d'accord? T'as pas trop peur? Bon, faut quand même faire attention parce que tu sais, les Anglais sont dans la région, ils sont pas très très loin et je voudrais pas quand même que tu te fasses embarquer par des Anglais. Alors tu poses ton micro laser, tu enlèves tes écouteurs et tu mets ce casque sur la tête, ça te rend tout à fait invisible. À tout à l'heure, Sébastien. Et bonne chance. Oui. Alors on va bien suivre sur les rétrocaméras ce que va nous faire découvrir Sébastien. Je dois partir. Tu penses que tu pourras? Je le peux sûrement puisque Dieu m'a appelé. Je dois sauver mon roi. Bien, je te sais ton devoir. Qui es-tu? Je m'appelle Sébastien. Je visite la région. Tu n'es pas anglais au moins? Je suis français. Est-ce que tu es fidèle au roi Charles VII? Oui. Mais que veux-tu? Discuter avec vous. Eh bien voilà, moi je m'appelle Jeannette. Son nom c'est Jeanne. Et lui, c'est Michel Lebrun. C'est mon ami. Mais je croyais que vous étiez bergère. Oui, je garde de temps en temps les moutons. Chaque famille du village de Don Rémy doit garder des moutons à Tourcoing. Que font vos parents? Mon père travaille dans ses champs. Vous avez des frères? Oui, j'ai 3 frères et une sœur. Est-ce qu'il y a la guerre? Oui. Hier encore, nous avons été obligés de nous réfugier au château de Lille. Pour protéger les bêtes et pour nous protéger. Comment ça s'appelle ici? Le bois chenu. Et l'arbre que tu vois là-bas, on l'appelle l'arbre des dames. Ou le fait. C'est de là que provient le baumet. On l'appelle aussi l'arbre aux fées. Pourquoi il y a des fées ici? C'est pareil. Je n'en ai jamais vu. Mais ma marraine en a vu. Laquelle? J'aime Brie, la femme du maire. Vous avez plusieurs marraines? Oui, j'ai 3 marraines et 6 parents. Je dois rentrer, Michel. Tu sais, je ne te verrai peut-être pas pendant longtemps. Ta décision est prise? Oui, ce sera pour aujourd'hui. Bien. Adieu. Adieu. Tu veux m'accompagner? Où ça? On va aller dans ma maison et après on ira à Beaucouleurs. Je m'en vais. Adieu. Que Dieu vous garde. Bonjour, je te présente Sébastien. Il visite la région. Où vas-tu? Je vais à Beaucouleurs, voir la femme de Durand-Lascar. Adieu. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sébastien, tu vas rester ici. D'ici, tu peux tout voir. Si tout va comme je le pense,
partir avec des soldats. Ne me demande pas pourquoi je fais ça, mais moi je sais que je joue un rôle très important pour mon roi Charles VII. Tu en témoigneras plus tard. Adieu. Et regardez, voilà notre Jeanne. Je désire parler au sire de Baudricourt. Au capitaine. Je parie que vous voulez encore parler au roi. Oui. Je sais par les voix qu'il est grand temps de faire quelque chose pour sauver le royaume. Sauver le royaume. Mais à Chinon, le roi est protégé par 50 hommes. Il est plus le roi de Chinon que le roi de France. Ses caisses sont à moitié pleines. Les 3/4 du territoire sont envahis par l'ennemi. Non, il faut rester lucide, Jeanne. Il serait même peut-être préférable pour nous que nous soyons anglais. Ne dites pas ça, Jean. Je sais ce que je fais. Je sais que vous me faites confiance et que vous pensez pareil que moi. Je dois avoir le roi. Une escorte de 6 hommes me suffira. Nous devons sauver Orléans. Nous devons faire sacrer le roi. Jeanne, je vous emmènerai voir le roi. Mais pensez-vous vraiment que ce soit le rôle d'une jeune fille de chevaucher avec des gaillards pareils? Je ne les crains pas. Je me ferai couper les cheveux comme ceux d'un garçon. Et demain, vous me passerez une armure et un cheval, ainsi nous pourrons partir dès l'aube. Vraiment, on ne peut rien vous refuser. Restez ici avec eux, et dès que Baudricourt me donnera l'autorisation, nous partirons. Alors Marc, tu as vu Jeanne d'Arc, tu l'imaginais comme ça? Non. Non, bah tu vois. Nos rétrocaméras nous l'ont montré. Alors est-ce que tu as retenu qu'elle était... Ah, revoici Sébastien. Ça s'est bien passé? Oui. Bon, tu me redonnes ton casque, merci. Voilà. Alors est-ce que tu as retenu Marc, Benoît ou Dimitri ou Sébastien? Quelle est la mission que Jeanne d'Arc veut accomplir? Elle vient de nous le dire là. Elle veut aller voir le roi pour lui demander, pour le persuader qu'il doit se faire roi de France. Oui, elle veut qu'il soit couronné, parce que c'est la tradition. Tous les rois sont couronnés dans quelle ville? Reims. À Reims. Elle veut donc l'emmener à Reims pour qu'il soit couronné officiellement roi de France. Et elle veut encore faire autre chose. Oui. Elle veut délivrer Orléans des Oui. Anglais qui l'assiègent. Vous avez entendu, elle veut aussi délivrer Orléans. Et le lendemain, c'est-à-dire demain, elle va effectivement partir. Partir pour Chinon. Elle va chevaucher pendant 11 jours avec ces 6 hommes que lui a adjoint le seigneur de Baudricourt. Elle va donc chevaucher pendant 11 jours et voici qu'elle arrive à Chinon. Et le roi qui a déjà entendu parler d'elle, Charles VII, il se dit « Oh là là, c'est bizarre, qu'est-ce qu'elle veut ?» Il n'est pas très rassuré avec cette Jeanne d'Arc. Il pense qu'elle est un peu... Sorcière sur les bords. Peut-être un peu sorcière, je ne sais pas, mais enfin, il sait qu'elle entend des voix, il se dit, oh là là, pourtant c'est un homme pieux lui aussi, mais bon, il n'a pas trop confiance, il ne sait pas trop qui elle est, bon. Et il se cache, donc il sait qu'elle va arriver, bon, il est d'accord pour la recevoir, mais il dit, je ne vais pas me montrer à elle comme roi, il s'habille... Exactement, mais tu pourrais raconter... Allez, raconte-moi la suite, alors vas-y Marc. Il se cache parmi les courtisans, puis alors elle arrive dans le château, tout de suite elle le reconnaît, elle se dirige vers lui, elle lui dit, évidemment je ne sais pas marqué dans mon livre d'histoire, et elle le persuade, elle veut absolument avoir une armée, elle dit je veux déjà délivrer Orléans, parce qu'Orléans c'était déjà une grande ville. Oui. Et après, elle a dit, parce que même il doutait qu'il était le vrai fils de Charles VI. Alors il lui dit, je vous assure que vous êtes le vrai fils de Charles VI. Oui, parce qu'on disait qu'il était un peu bâtard. Oui. Hein. Et elle dit, ce n'est qu'à Reims que vous ne serez roi. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il va faire Charles VII? Au début, il va hésiter, puis il va finir par se laisser convaincre quand même. Il va finir par se laisser convaincre. Oui, il n'était pas très rassuré. Il l'a d'ailleurs envoyé à Poitiers, se faire questionner par des théologiens sur vraiment les profondeurs de sa foi, voir si tout ça était très, très raisonnable, ces voix qu'elle entendait, cette mission. Bon, et les théologiens ont dit, oui, tout ça nous paraît très catholique, il n'y a pas de problème. Cette femme est tout à fait normale. Donc, Charles VII accorde cette armée que Jeanne lui réclame, et avec cette armée, elle part mettre le siège devant
Orléans. devant Orléans. Et comment ça s'est passé à Orléans? Alors quand elle arrive, c'est un capitaine anglais, je ne vais pas prononcer son nom parce que c'est drôlement difficile. Oui, oui, j'attends. Et puis, il lui dit, va-t'en, va chère fille de rien, si on te prend, tu seras brûlée. Ouais. Alors d'abord, elle ne le croit pas. Et puis, à un moment, je crois il tire un coup de canon sur les tourelles, et lui et son ami, ils tombent dans l'eau et ils se noient. Et là, elle dit, je lui avais prédit qu'il mourrait sans verser le sang. Et tu sais, elle n'a jamais versé de sang, effectivement, au cours de tous ces combats. Alors donc, elle délivre effectivement Orléans. Hein, le roi est content. Elle peut ensuite amener Charles VII à Reims, où il va effectivement être sacré. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toujours 2 rois sur le trône de France. Il y a toujours 2 rois pour la France. Alors il y en a un qui est en trop. Et Henri V ne tient absolument pas à laisser la place à Charles VII. Alors qu'est-ce qui se passe après? Après, une fois qu'il est fait roi, Jeanne d'Arc va délivrer d'autres villes. Oui. Et les Anglais à pâté. Enfin, je crois que c'est avant Orléans, ça. Enfin, je sais pas. Oui. Et puis, ils se font Charles VII, il fait la guerre. Oui. Mais tu sais qu'il n'est pas très très chaud, on dirait aujourd'hui, pour faire la guerre. Lui. Ah non. Hein? Et d'ailleurs, il donne très peu d'armes à Jeanne d'Arc. Hein? Et elle attend à Chinon qu'il veuille bien recommencer la guerre. Bon, je sais que ses caisses sont pas très remplies, mais il faut quand même bouter, comme elle dit elle-même, les Anglois hors de France le plus vite possible. Et un jour, quand même, elle décide de s'enfuir et elle part à Compiègne. Or, c'est à Compiègne qu'elle sera faite prisonnière. Elle est faite prisonnière par les Anglais. Et les Anglais, eh bien, ils sont ravis d'avoir une prisonnière qui est aussi importante que Jeanne d'Arc, parce que bon, ils ont entendu parler d'elle, ils ont très peur d'elle. Alors, la tuer, ils se disent, bon, ils pourraient très bien la tuer, ou demander une rançon pour la rendre. Mais c'est pas cette solution qu'ils choisissent. Ils se disent, il faut absolument discréditer cette fille. Il faut absolument dire que Jeanne d'Arc n'est pas une envoyée de Dieu, mais une envoyée du diable. Là encore, c'est un mot, maître mot à l'époque, hérésie. On dit, on va la faire passer pour hérésie, on va la juger, et comme ça, on sera tranquille après, quand on aura prouvé que Jeanne d'Arc est hérétique. Donc, si Jeanne d'Arc est hérétique, Charles VII, qu'elle a fait couronner, est aussi un faux roi. Donc, tout sera réglé. Mais alors, évidemment, les Anglais ont réussi à la faire condamner pour hérésie, et elle est condamnée d'abord à la prison, oui, et après au bûcher. Prison, procès, bûcher. Et oui, Benoît. Non, c'est pas. Elle est condamnée Sébastien. par les Bourguignons. Elle est condamnée par les Bourguignons, oui, qui eux aussi sont alliés avec les Anglais, c'est ça? C'est bien ça, Marc? Oui. Parce que là, j'ai un très bon historien, il connaît l'histoire bien mieux que moi, il faut quand même que je me réfère un peu à lui. Alors, en quelle année a-t-elle été brûlée à Rouen? Allô, Centre d'exploration du temps, est-ce que vous pouvez me donner la date? Nous pourrions ouvrir nos rétrocaméras à Rouen. Sur Rouen, oui. Sur Rouen, le 31 mai 1431. La date est correcte, Marc? Oui. Dimitri aussi, tu me confirmes? Oui. Bon, eh bien écoutez, moi je vous crois. Nous allons donc ouvrir nos rétrocaméras ce 31 mai 1431, place de Rouen. On regarde ce qui se passe.
Et vous voyez que même à Rouen, ça s'est quand même très mal passé. Le peuple a l'air de s'être passionné. Hein. Ils se sont révoltés et ce sont les Anglais que l'on vient de voir les réprimer ces révoltes. Alors vous savez que maintenant on dit Sainte Jeanne d'Arc. D'ailleurs je crois qu'on va fêter la Sainte Jeanne d'Arc bientôt. Je n'ai pas la date exactement en mémoire. Mais en fait vous savez qu'elle est devenue une sainte. Enfin l'Église a décrété que Jeanne d'Arc était sainte il y a très peu de temps. Il y a... 1920. Alors écoutez, moi je ne sais pas, je voudrais quand même me faire une idée sur ce procès de Jeanne d'Arc. Et il y a peut-être un personnage clé que nous pourrions convoquer et qui pourrait nous donner des explications. Moi je voudrais savoir par exemple si ce procès a véritablement été truqué. Allô, Centre d'exploration du temps, me recevez-vous? 5 sur 5. Est-ce qu'il y a un personnage que nous pourrions convoquer, que vous pourriez m'amener dans le capteur et qui pourrait m'expliquer comment ce procès s'est passé? Nous pourrions rencontrer l'évêque de Beauvais, Monseigneur Cochon. Bon, ben écoutez, je vais convoquer l'évêque Cochon. Monseigneur, bonjour. Bonjour mon fils. C'est donc vous l'évêque Cochon? Oui, je suis l'évêque de Beauvais, prélat français. Et Cochon, mais dites-moi, comment orthographiez-vous votre nom? Oh, Cochon. C-A-U, mon fils. Mais vous êtes prélat français, mais vous vous rangez de quel côté? Vous êtes plutôt pro-anglais, non? En mon âme et conscience, je me rallie et me suis toujours rallié au roi de France. Oui, mais quel roi de France? Puisqu'actuellement, il y a 2 rois en France. Je suis resté fidèle et je reste fidèle au roi Henri VI, roi à la fois d'Angleterre et de France. Mais pourtant, Charles VII a bien été couronné roi de France, que je sache. Oh, je crois que sans l'aide de cette femme, Jeanne d'Arc, qu'il a fait couronner roi au nom de je ne sais quel dieu, il n'y serait jamais parvenu. Oui, mais c'est bien vous qui avez présidé ce tribunal qui a jugé Jeanne d'Arc. Et quel genre de femme était Jeanne d'Arc pour vous? Eh bien, voyez-vous, la première fois que je l'ai rencontrée, elle était vêtue comme toujours, en homme. Ses cheveux étaient taillés en rond, à hauteur des oreilles. Les tempes et le cou rasés à l'écuelle comme ceux d'un garçon. Le juste au corps était noir. Elle avait des chausses attachées par des aiguillettes et à ses souliers lacés brillaient des éperons. Mais enfin, vous n'allez tout de même pas me dire que vous l'avez condamnée pour des raisons d'élégance. Oh, mon fils, à voir votre costume, croyez-vous que cette question soit bienvenue? Voulez-vous que nous revenions à Rouen, n'est-ce pas? Je vous en prie. Bien. Eh bien, Jeanne, voyez-vous, quand nous lui avons demandé pourquoi elle ne voulait pas quitter son habit d'homme, elle nous a dit que l'habit n'était rien, que personne ne lui avait donné le conseil de le prendre et qu'elle n'avait rien fait que par le congé de Dieu et des anges. Oui, mais avouez quand même que ce procès et cette condamnation étaient quand même assez habiles pour se débarrasser d'une ennemie dangereuse pour les Anglais. Oui, je vous concède que Jeanne était politiquement une force dangereuse aux yeux des Anglais. Et de plus, c'était une prisonnière de guerre. Mais en ce qui me concerne, moi et le tribunal ecclésiastique, nous n'avions à la juger uniquement qu'en fonction de l'hérésie. Eh bien, en notre âme et conscience, nous avons jugé, après de nombreux entretiens, que sa prétendue mission n'était qu'une imposture. Je crois qu'elle était l'envoyée, non pas de Dieu, mais du diable. Jeanne fut donc brûlée vive en place de Rouen comme idolâtre et hérétique. Je crois, mon fils, en plus, que sa mission diabolique a échoué. Eh bien, écoutez, monseigneur, si telle est votre conviction, je vous la laisse. Je vous dis au revoir, ou plutôt adieu, et adieu de juger. Oui, Marc, est-ce que tu as une question? Et un peu plus tard, on retrouva donc l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, mort chez son barbier. C'est exact. Et je ne sais plus lequel, on dit un des plus grands accusateurs de Jeanne d'Arc, il sera retrouvé mort dans un égout.
Bien, je vous remercie. Vous savez que notre mission aujourd'hui est terminée. Hein? Nous allons rapatrier 1981. Vous avez fait un bon voyage? Vous n'êtes pas trop déçus? Oui, non, c'est bien. Eh bien, écoutez, nous allons repartir. Aller au centre d'exploration du temps. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Vous pouvez nous rapatrier sans dommage jusqu'à vous? Tout est paré pour votre retour parmi nous. Bien, eh bien, je programme sur mon dateur 1981 et j'espère vous rejoindre très très vite.